Bonjour à tous et bienvenue dans ce meeting du NPA 33, dans cette journée du 1er mai, journée de lutte internationale des travailleurs qui a aujourd'hui un écho un peu particulier dans cette période d'aggravation brutale de la crise du capitalisme, qui pose avec une acuité nouvelle, la question du contrôle des travailleurs sur la société, sur l'économie. Et pour parler, de cette situation, nous allons, donner la parole à Philippe Poutou, qui est porte-parole du NPA national, à Bruno Bajou, qui est enseignant en biologie, Christine Hérault, qui est, enseignante spécialisée et par ailleurs élue municipale NPA à Senon, Isabelle Larroquet, infirmière à la clinique Bordeaux-Nord et Jeanne Lutz, qui est étudiant, pardon. Donc voilà, je donne la parole tout de suite à Philippe Poutou. Bonjour à toutes et tous. Malgré les difficultés techniques, on va essayer de faire que ça se passe bien. Donc, oui, j'introduisais moi les prises de parole. Donc, c'était faire un petit point sur la situation évidemment qu'on est en train de vivre. Donc, c'est un premier mai, comme le disait Isabelle, qui est très particulier, qui est même bizarre, puisque c'est pas parce qu'il pleut en fait que c'est bizarre, ou c'est pas parce qu'on peut pas acheter du muguet comme on aimerait bien. Hein, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de manifestation physique aujourd'hui. On est dans l'impossibilité carrément de manifester ce qu'on a envie, hein, notre solidarité, notre internationalisme, puisque le 1er mai, c'est historiquement donc une journée internationale de lutte des travailleurs du monde entier, une journée de solidarité internationale entre les peuples. Aujourd'hui, on ne peut pas l'exprimer physiquement, même si il y a eu pas mal d'expériences, de tentatives de faire des petits rassemblements dans certains endroits et puis surtout des manifestations en ligne ou en tout cas la tentative aussi d'être visible par des banderoles ou des pancartes sur les balcons, dans les rues. Donc voilà, il y a quand même en tout cas une volonté de la part de milieux militants, syndicalistes, associatifs ou politiques de faire en sorte qu'il y a même le mécontentement et la contestation soient visibles. Mais ceci dit, on s'en rend bien compte, ça n'a pas la même importance ou la même valeur ou la même efficacité qu'un rassemblement physique, comme d'ailleurs on a pu le voir dans les images dans la semaine, hein, des manifestations qui ont encore lieu aujourd'hui à Beyrouth ou à Hong Kong, où il y a quand même malgré tout des situations où les populations se mobilisent. Bon voilà, en France, c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec l'interdiction de sortir. Donc voilà, donc à partir de là, c'est d'essayer de discuter dans la situation dans laquelle on est, puis des perspectives à court terme, puisqu'on sait que dans 10 jours, officiellement, c'est la sortie du confinement, une sortie qui va se trouver aussi hasardeuse que les conditions dans lesquelles on était rentré dans le confinement. Ça avait été brutal, ça avait été très mal fait, pas préparé évidemment, à l'image de tout ce que fait le gouvernement actuel. Et le plan de sortie, il est tout aussi hasardeux, tout aussi impréparé. Et on sent que ça va être galère à la fois pour les travailleurs, pour les salariés, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, et puis pour les enfants, dans les écoles encore. Et puis grosso modo, on voit bien que tout ça va être très compliqué parce qu'on est dans une situation où l'épidémie est encore là, où le virus est là et même il est annoncé comme capable de faire d'autres dégâts avec un nouveau pic de malades dans les semaines qui suivront le déconfinement. Voilà, on est là-dedans et on voit bien qu'on a un gouvernement, une société, un pouvoir qui est dans l'incapacité de pouvoir protéger la population, en tout cas de mettre les moyens de protection pour l'ensemble de la population. Et ce qui en rajoute à notre inquiétude, parce qu'il y a l'inquiétude du virus, l'inquiétude de la maladie et de l'épidémie, parce qu'on voit bien que ça tue énormément de gens. Mais en plus de ça, on sent bien qu'on n'est pas dans une structure sociale, une structure économique et qui est en capacité de pouvoir protéger la population et de prioriser la santé publique, de prioriser donc absolument la protection de la population. Donc ça en rajoute à nos inquiétudes et ça montre que comme on n'a pas comme seul adversaire le virus, on a aussi comme adversaire cette organisation sociale économique, ce pouvoir politique. Ça pose le problème de comment la population par elle-même discute de cette situation-là et essaie de se sortir de cette position dans laquelle on nous a mis, hein, une sorte de position on est infantilisé, c'est-à-dire on nous a dit restez chez vous, c'est comme ça que vous allez sauver les gens. Et à un moment donné, on nous dit sortez travailler, mais ne vous amusez pas parce que c'est pas possible. Donc en fait, on est tout le temps sous des consignes, sous des ordres. Et le problème qui nous est posé, c'est à un moment donné de s'émanciper de ça. Mais comment on peut le faire? Comment à un moment donné on peut reprendre un peu notre vie en main, nos intérêts en main, comment on s'occupe de nos affaires et qu'on ne leur laisse pas à tout gérer parce qu'on voit bien dans quelle situation de danger ils nous mettent en permanence. Donc c'est aussi le problème qui nous est posé dans l'immédiat, c'est la nécessité qu'on va avoir, nous, la population, les plus modestes, les plus précaires,
comment on se regroupe, comment on recrée des solidarités, comment on discute et comment on se prépare à un plan de sortie où il faut absolument que nous, on mette nos conditions, ou en tout cas, le problème est posé directement de comment on défend nos intérêts, les intérêts de travailleurs, dans les situations de travail qu'on va à nouveau découvrir très rapidement, et puis tout simplement dans nos vies au quotidien, dans les quartiers, comment on s'organise, comment on se protège nous-mêmes, comment on se procure d'ailleurs, y compris même les masques, le gel. Enfin, on voit bien que tout est très bricolé et qu'il va falloir qu'on se débrouille, mais ça passera forcément par une organisation collective et il faut absolument qu'on s'occupe de ça, qu'on en discute et puis qu'on essaie d'organiser concrètement toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le problème immédiat qui nous est posé. Et au-delà de ça, il y a évidemment la question de la société dans laquelle on vit, du monde dans lequel on vit, puisque on a tous entendu le Premier ministre il n'y a pas longtemps qui nous disait que le monde d'avant, c'est fini, que dès qu'on va sortir du confinement, ça ne sera pas le même monde, ça sera un autre monde. Bon, d'abord, d'une part, on ne veut pas le monde d'avant, et le monde d'après, on ne veut pas qu'il soit pire que le monde d'avant. Donc, c'est encore une fois, c'est toute l'importance qu'il va y avoir à ce que nous, on fasse de la politique et qu'on discute de quel type de société, de comment elle doit s'organiser. Et donc, ça remet en évidence, ça remet en avant toutes les questions politiques qu'on se pose et les revendications et les questions démocratiques et puis les questions donc sociales et économiques. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive aussi à discuter, à populariser, mais il y a une urgence politique, démocratique, une urgence écologiste évidemment, mais une urgence à ce qu'on discute de ça, qu'on le mette en avant et qu'on se batte pour ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on discute d'abord de démocratie, que la population puisse décider par elle-même, s'organiser par elle-même, et puis c'est les problèmes de l'organisation économique. C'est pour ça qu'on a envie de discuter des services publics. On a tous constaté que les services publics n'étaient quasiment plus là, tellement ils ont été détruits par les politiques ultralibérales depuis des tas d'années, que ce soit à la santé, à l'hôpital évidemment, mais on le voit, tout l'ensemble des services publics, on le voit aujourd'hui dans les quartiers, partout, cette absence de structure publique, cette absence de structure sociale solidaire qui permettrait aujourd'hui, en rapport à la crise sanitaire, de pouvoir répondre au moins dans l'immédiat à des besoins sociaux urgents. Et aujourd'hui, ben non, c'est des populations qui sont ou démunies, ou heureusement quelques tissus associatifs, quelques militants bénévoles qui essaient d'organiser l'aide alimentaire, qui essaient d'organiser une aide pour l'hygiène et qui essaient d'organiser aussi une aide pour le logement. Donc, mais tout ça, c'est le résultat aussi d'une absence des pouvoirs publics qui, en tout cas, n'organisent plus tout ça. Donc, il y a cette question politique qui est posée, c'est la question des services publics. Et derrière la question des services publics, donc de structures qui répondent aux besoins de la population, c'est la question de l'organisation politique de la société. C'est qu'en fait, il faut discuter aussi de la question de l'argent, où c'est qu'il est, comment ça se réorganise, comment on le redistribue. Donc, c'est la question de ces richesses-là qu'il faut qu'elles soient sous contrôle de la population. Et à côté de ça, c'est la question du pouvoir politique. Évidemment, quand on discute des richesses à redistribuer et à mettre sous contrôle de la population, c'est la question au-delà de ces richesses-là, c'est qui décide. Et donc, c'est la question d'un pouvoir politique de la population, de pouvoir décider, d'orienter les budgets et de dire qu'il faut mettre l'argent là-dedans ou pas. Donc, ça, c'est des questions de fond qui nous sont posées. Et à côté de ça, c'est des revendications comme évidemment une socialisation de l'économie. On pense qu'aujourd'hui, les secteurs de l'économie doivent être, enfin, le fonctionnement de l'économie doit être clairement orienté vers les besoins de la population. Donc, ce n'est pas une discussion comme on entend aujourd'hui, attention, le PIB est en train de s'écrouler, on rentre dans une récession historique, aujourd'hui, on va le payer très cher, il va y avoir des licenciements parce qu'il n'y a plus d'activité et tout ça. Donc, il faudrait discuter plus concrètement de quelle économie on veut, d'une économie qui réponde aux besoins de la population et donc de discuter comment les richesses existantes elles puissent être orientées uniquement vers ce qui correspond aux besoins fondamentaux de la population. Donc ça voudrait être en capacité à faire fonctionner ce qui dans l'économie est utile aujourd'hui à la population et de mettre en veille pour le temps qu'il faudra tout ce qui est secondaire ou tout ce qui est utile uniquement pour les capitalistes parce qu'on voit bien aujourd'hui que les intérêts ne sont pas les mêmes et c'est ça qui débouche sur des visions différentes du redémarrage de l'économie. Donc ces questions-là, c'est à nous de les poser. Ça ne sera pas le pouvoir actuel, qu'il soit national avec le gouvernement ou que ce soit local à travers les conseils départementaux ou régionaux, où on voit bien que ça correspond aux mêmes préoccupations qui sont celles de répondre d'abord aux exigences ou à la volonté des milieux patronaux et des milieux financiers avant de répondre aux besoins des populations.
Donc, ce sont ces questions-là de mise en service d'une économie, enfin de remettre l'économie au service de la population. Et c'est pour ça que nous, on avance, on l'avançait avant, mais aujourd'hui, ça nous apparaît encore plus urgent. C'est la question de l'expropriation, c'est la question des réquisitions, c'est la question de la socialisation de secteurs entiers de l'économie. Nous, on pense en premier, évidemment, au secteur bancaire, hein, qui est un secteur clé dans l'économie. On pense que tout cet argent-là doit être mis à disposition des intérêts de la population. Et donc, ça suppose que ce soit enlevé du privé, enlevé des mains des capitalistes pour que ce soit mis à disposition. Et le secteur bancaire, il est fondamental. Et à côté et autour de ça, c'est la question de la santé, évidemment, la recherche, l'industrie pharmaceutique. C'est des secteurs clés aujourd'hui, on le voit, hein, une incapacité à répondre à l'épidémie, pas de masque, pas de gel, il manque des lits, il manque des respirateurs artificiels pour les services de réanimation. Il manque y compris certains médicaments ou certains produits incontournables dans les services de réanimation. C'est quand même complètement fou que dès qu'il y a une épidémie qui est peut-être évidemment complètement anormal, enfin en tout cas qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais c'est fou la panique que ça crée parce que les moyens ne sont pas là et parce que l'État lui reconnaît lui-même qu'il n'a pas les moyens de répondre immédiatement à des besoins qui sont tout nouveaux. Et donc ça pose le problème donc évidemment d'un secteur socialisé, d'un secteur sous contrôle de l'État, mais sous contrôle public et sous contrôle des citoyens ou sous contrôle de la population. Il faut absolument que ces problèmes-là soient posés, il faut absolument que le monde de demain il puisse justement répondre à ça, et ça veut dire évidemment rompre avec toutes les logiques de marchandisation, de libéralisation de tout ce qui est service utile à la population. Donc c'est ces questions-là qu'il faut qu'on mette en avant. C'est la question de l'embauche dans les systèmes de santé, dans le système hospitalier, c'est la question des droits au travail. Et donc après, on enchaîne sur ces problèmes démocratiques où il faut que la population elle puisse décider de tout ça, qu'on soit pas tout le temps sous ordre ou sous consigne en disant ben voilà c'est comme ça, nous on décide, nous on gère et puis vous écoutez. Bon, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à remettre en question. Bon voilà, donc c'est un peu des trucs à la fois généraux, mais en même temps qui vont nous être très concrets dans la période qui vient. Et en fait, cette crise sanitaire ou cette épidémie, elle révèle ce que beaucoup savaient déjà, mais elle le révèle d'une manière encore plus brutale, c'est que le système capitaliste, il est dans l'incapacité, ça c'est une façon de dire les choses, hein, dans l'incapacité de répondre aux besoins des populations dans des périodes très dures comme aujourd'hui. Mais cette incapacité-là, c'est pas juste un problème d'incompétence, c'est pas un problème qu'ils savaient pas, qu'ils sont en retard, qu'ils font, enfin, qu'ils connaissent pas tout ça. C'est que finalement, la société capitaliste et les pouvoirs politiques sont tellement habitués à faire fonctionner l'économie pour répondre aux intérêts privés d'une poignée de très riches. Ça paraît simple, hein, distribuer des milliards de dividendes à des actionnaire, donner des gros revenus aux dirigeants de ces grosses entreprises, remplir les poches des profiteurs, tout ça, ça paraît simple, c'est automatique, ça devient même des réflexes, hein, ou la fraude fiscale, on voit, il y a des tas de choses qui se passent, où des tas de fortunes sont dilapidées d'une manière ou d'une autre, et tout ça, ça se passe tout naturellement dans le système capitaliste, mais par contre, dès qu'on discute de suffisamment de lits pour des malades dans des périodes d'épidémie, dès qu'on discute d'un système qui pourrait permettre de donner de l'argent à tous ceux qui se retrouvent au chômage, partiel ou pas, ou tous ceux qui sont démunis, qui n'ont pas les moyens de se nourrir, qui n'ont pas les moyens de se loger, enfin toutes ces choses-là, ça paraît de suite compliqué. Là, on ne peut plus, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui est révélateur de ce système économique, de ce système politique, dont les préoccupations sont celles de répondre donc aux dirigeants, aux dominants, et en aucun cas de répondre à l'essentiel de la population. Donc cette crise-là, elle révèle l'injustice et les folies du système capitaliste. Et donc, à nous, dans cette période-là, d'essayer de profiter de cette situation-là, d'essayer de faire comprendre ça, de sensibiliser, de populariser la nécessité d'un programme de rupture avec le capitalisme. Mais au-delà de ça, c'est évidemment la question de comment on se sent capable, nous, de prendre nos affaires en main, de discuter de la société, de s'organiser, voilà, de se préparer à la mobilisation. C'est-à-dire que ça pose des problèmes d'une confiance en nous-mêmes qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Ça pose des problèmes d'une conscience claire de tout ça et du fait que c'est incontournable qu'on se prépare à ces confrontations-là, parce que sinon on est amené à revivre en permanence des scénarios catastrophes. Et on sait très bien que le scénario catastrophe de l'épidémie sera suivi, si on les laisse faire,
du scénario catastrophe d'une récession mondiale. On a déjà des chiffres qui annoncent plus de 500 millions de pertes d'emploi dans la période qui vient, avec un niveau de pauvreté à l'échelle de la planète qui n'était pas connu de toutes ces dernières années. Donc voilà, on voit bien que les scénarios catastrophes se préparent. Et donc, il faut que nous, on y réponde. Et voilà, donc c'est un peu à la fois ces problèmes immédiats, mais un peu plus lointains. Mais en tout cas, c'est la question qui est posée donc, aux forces militantes, aux organisations associatives, syndicales, politiques, aussi de discuter, de voir comment il peut y avoir des choses qui se passent de ce côté-là, comment on peut préparer une riposte collective, comment on peut s'armer idéologiquement d'un programme combatif, anticapitaliste, et en même temps de trouver les forces pour construire ça et pour mettre en avant cette question-là, parce qu'au bout du compte, c'est un rapport de force. Il faudra que la population, elle impose la défense de ses propres intérêts. Elle ne peut le faire que par elle-même. Ça veut dire qu'on bouscule tout ça, ça veut dire qu'on fasse peur à tous ces dirigeants-là, qu'on leur impose et qu'on prenne les choses en main au bout du compte pour qu'il y ait des réponses sociales à tout ça et pour qu'il y ait une économie qui soit transformée radicalement. Donc là, on parle de la France, mais c'est à l'échelle de la planète. C'est tout le problème de l'avenir aujourd'hui de l'humanité qui est posé à travers des choses comme la question de l'épidémie et des réponses qu'il faut lui donner. Je ne me suis pas chronométré, peut-être qu'il faut que j'arrête là. C'est bon pour le temps? Tu peux, hein, si tu as encore des choses. Ouais, non, mais ça, il y a certainement des choses, évidemment. Bon, il y a Bruno derrière qui va enchaîner, donc il va pouvoir discuter de la crise du monde capitaliste et puis peut-être de préciser certaines choses. Mais non, je pense que pour l'instant, ça va. Peut-être que si jamais comment ça se structure, s'il y a du temps, je peux revenir un peu plus tard, quoi. Mais je laisse la parole à Isabelle, du coup. Voilà, alors, on passe la parole à Bruno Bajou, donc un camarade qui est prof de biologie par ailleurs. À toi, Bruno. C'est bon? J'espère qu'on m'entend. C'est bon, très bien. Bien. Alors, pour prendre, c'est un peu décousu, mais je prends la suite de Philippe. Moi, j'insisterai sur le fait que, alors que la pandémie, comme la récession économique, elle continue de s'étendre à travers le monde sans que personne puisse dire la suite, quelle sera la suite, ben, les représentants des classes dominantes, ils font mine de ne pas voir ce qu'elles révèlent de la faillite globale du système capitaliste mondialisé. Et en fait, depuis le début, ils voudraient nous vendre le mensonge d'une récession causée par l'éruption imprévue d'un microbe obligeant au confinement et donc à l'arrêt de l'économie, une crise extérieure au capitalisme, une catastrophe naturelle. Mais en fait, ça n'a rien d'une catastrophe naturelle. Les causes de cette crise, qui est à la fois sanitaire, écologique, économique, sociale, elles sont inscrites dans les contradictions du capitalisme exacerbé par une quarantaine d'années de mondialisation financière. Et cette crise, du coup, elle n'est pas un accident de parcours, mais elle est le révélateur d'une faillite globale qui nous a fait rentrer dans une nouvelle période, et cela sans retour en arrière possible. Parce que d'abord, c'est bien la mondialisation financière qui a favorisé les conditions d'apparition et de propagation de ce virus. Ce scénario catastrophe qu'on est en train de vivre, bien, il était annoncé et craint par les scientifiques depuis des années. Et tellement ce scénario, il était inscrit comme une conséquence des bouleversements écologiques engendrés par la mondialisation, et cela pour au moins 3 raisons. Alors d'abord, première raison, eh bien, des secteurs aussi vitaux que la production agroalimentaire, celle des matières premières, comme les infrastructures sanitaires, des infrastructures sanitaires et de transport, eh bien, ont été profondément réorganisés ces dernières décennies par une poignée de multinationales dans une logique purement financière. Pour valoriser des masses toujours croissantes de capitaux spéculatifs, elles ont soumis tous ces secteurs vitaux à la seule exigence de la rentabilité et du profit. Et cette logique financière, elle a entraîné une marchandisation de toutes les activités humaines jusqu'à la nature elle-même. Alors très concrètement, cela a entraîné un effondrement de la biodiversité, une intensification de la déforestation qui a mis une pression sur la faune sauvage et le développement d'une agriculture intensive comme la multiplication d'élevages industriels. Alors tout cela a contribué, selon bien des épidémiologistes, à construire finalement un cadre idéal pour que des virus qui existent depuis parfois très longtemps, mais qui sont inoffensifs dans la faune sauvage, eh bien, transitent d'espèce en espèce, d'espèces sauvages aux espèces d'élevage, et finalement jusqu'aux êtres humains qu'ils côtoient. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le virus, eh bien, il a pu suivre les circuits globaux du capital à travers les réseaux mis en place par ces multinationales.
Le virus, il a suivi l'intense réseau de transport de marchandises et de voyageurs qui relie les nouvelles mégalopoles d'Asie, qui ont été transformées en ateliers du monde et où viennent travailler des millions de petits paysans ruinés. Et ces réseaux, ils relient donc ces nouvelles mégalopoles jusqu'aux grandes puissances et leurs centres financiers. Et c'est le chemin que le virus a suivi et qui fait qu'il s'est étendu en quelques jours, en quelques semaines à l'ensemble du monde. Ainsi, cette mondialisation, par cette structuration des réseaux des multinationales, elles ont créé les conditions idéales pour qu'un virus qui était très contagieux, comme le Covid-19, eh bien, il s'est transformé donc en cette pandémie qui est devenue incontrôlable. Et enfin, la troisième raison, c'est que les politiques menées par les États ou les organismes internationaux et qui ont accompagné cette mondialisation, eh bien, ils ont désarmé l'ensemble de la société face à ce danger de pandémie. Car malgré les alertes des scientifiques, aucune véritable politique sanitaire, qui serait pourtant indispensable dans ces conditions, n'a été mise en place à l'échelle mondiale pour se donner des moyens d'anticiper et de se préparer à l'émergence de telles épidémies donc, qui étaient annoncées par les scientifiques. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, elle est le symbole de cette incapacité. Elle a été chargée de la gestion des crises sanitaires à l'échelle du monde suite à l'épidémie de SRAS de 2003. Mais en réalité, elle n'en a ni les moyens financiers. Il faut savoir que son budget annuel, il est de 4 milliards de dollars pour s'occuper de la santé mondiale en relation aux 1000 milliards de dollars qui est le budget du FMI. Mais l'OMS n'en a ni non plus le pouvoir vis-à-vis des États, puisqu'elle n'a aucun moyen de coercition vis-à-vis d'eux. État qui la finance et qui est État qui maintenant, comme on le voit avec cette caricature de Trump qui l'accuse d'allégeance avec la Chine pour ne plus verser sa contribution, eh bien les États la rendent responsable de tout. Alors en fait, les États, non seulement ils portent la responsabilité de l'impuissance de l'OMS, mais aussi de la politique qu'ils ont menée, qui a été tout le contraire de mettre en place cette politique sanitaire mondiale. Parce qu'à l'inverse, en suivant la logique des marchés, eh bien, ils ont multiplié les attaques contre l'ensemble des services publics et en premier lieu contre celui de la santé. Alors ici, comme Philippe l'a rappelé, ils ont imposé des critères de rentabilité aux hôpitaux qui ont entraîné la réduction des personnels, de soignants, des fermetures de lits, de services, comme la pénurie de matériel de protection ou de réanimation. Le résultat est sans appel. Le système de santé en France, mais comme à l'échelle du monde, il s'est retrouvé désarmé face à cette pandémie. Et finalement, les États ils ne savent gérer les crises sanitaires que quand elles éclatent, dans l'urgence. Et même là, leur politique, elle ne fait qu'aggraver la situation. Face à la pandémie, ils sont incapables de coordonner une réponse sanitaire à l'échelle internationale, préférant le repli national, chacun derrière ses frontières, et se livrer à ce spectacle pitoyable de se piquer des stocks de masse sur les tarmacs des aéroports. Mais même derrière leurs frontières, ils sont incapables de mobiliser toutes les ressources techniques, scientifiques, humaines au service de la lutte contre la pandémie, comme d'ailleurs du soutien aux populations, car leur préoccupation principale reste la relance de l'économie, et donc, pour eux, il n'est pas question de réquisitionner les entreprises privées. Incapables d'anticiper, incapables de prendre des mesures d'urgence contre la machine à profit, ils ne savent qu'imposer cette méthode d'un autre temps, mais devenue indispensable à cause des pénuries, le confinement de plus de la moitié de l'humanité. Et un confinement qui s'impose parfois avec une extrême violence contre les populations les plus pauvres. Car leur réponse face à la pandémie, eh bien, finalement, elle ne fait que révéler et aggraver les inégalités sociales qui ont explosé avec la mondialisation. Toute une partie de la population mondiale ne survit que par son travail quotidien, au jour le jour, sans aucune assurance ni aucune protection. Alors, c'est le cas dans les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, mais aussi dans les quartiers populaires des pays riches où la précarité a explosé. Pour les plus pauvres, ce confinement est une aggravation sans précédent des difficultés, voire, pour certains, une condamnation à la famine. Alors maintenant, eh bien, les États, après avoir imposé un confinement par cette violence-là, eh bien, ils voudraient imposer un déconfinement et avec la même violence sociale, la même logique de classe, en utilisant des arguments scientifiques souvent à géométrie variable et en brandissant déjà des menaces pour contraindre les salariés à relancer l'économie au risque de déclencher une deuxième vague. Alors la pandémie de Covid-19, c'est donc une nouvelle facette d'une crise écologique globale qui prend et continuera à prendre différentes formes. Il y a le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des océans,
Mais cette dégradation qui est continue de l'environnement, elle entraîne aussi la multiplication d'épisodes catastrophiques. On en a eu un exemple cet été avec les méga-feux, qui se sont d'ailleurs prolongés, puisqu'il y en a eu un récemment autour de l'ancienne centrale de Tchernobyl, et puis aussi épisode catastrophique avec cette résurgence de pandémie. Et il faut savoir quand même que c'est la troisième épidémie de coronavirus depuis une vingtaine d'années. Alors, toutes ces manifestations de la crise écologique, c'est la conséquence des bouleversements très rapides des équilibres naturels de notre planète qui ont été provoqués par la logique destructrice du capitalisme mondialisé. Et le capitalisme, il est à la fois responsable de l'ampleur prise par cette crise écologique, mais il est aussi devenu le principal obstacle pour mettre en place des réponses à la hauteur des enjeux. Les innombrables conférences internationales sur le climat ou sur la biodiversité, dont les gouvernements se vantent depuis des années, n'ont abouti à rien et sont en réalité devenues de véritables foires commerciales pour un capitalisme vert qui ne peut qu'aggraver la situation. Et c'est cette inaction, ce cynisme des gouvernements qui ont été dénoncés par les manifestations de la jeunesse depuis des mois, toute l'année passée. Alors, par sa globalité, la culture est devenue un facteur aggravant de la faillite du capitalisme. Sans en être la véritable cause, la pandémie a déclenché une récession d'une ampleur sans précédent qui révèle la fragilité d'une économie sous le contrôle des multinationales et de la finance. La recherche permanente d'une main-d'œuvre bon marché, la baisse des coûts de transport, la libre circulation des capitaux et des marchandises, le développement des nouvelles technologies ont contribué à construire une économie mondiale intégrée, mais qui n'est rationnelle que du point de vue de la rentabilité financière, des intérêts des 1%, et certainement pas du point de vue de la satisfaction des besoins sociaux utiles. Cette course au coût minimum, aiguillonnée par la concurrence entre multinationales, a développé dans tous les secteurs les flux tendus, réduisant les stocks au minimum. Et donc, le résultat de cette folie de tout organiser à flux tendu, ça ne pouvait être que des pénuries absurdes. Alors, pénuries absurdes parce que c'est des matériaux à produire, vitales pour la société, et pourtant, donc, qui ont fait cruellement défaut dès le début de la pandémie. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Cette économie capitaliste ultra rationalisée pour le profit se révèle extrêmement fragile face à une crise telle que la pandémie. Il n'y a là aucune fatalité, mais juste une logique de classe qui fait passer la course au profit, quel qu'en soit le prix à payer pour l'organisation de la production, pour les impacts sur, bien sûr, le monde du travail ou sur l'environnement. Donc, cette course au profit, elle passera toujours avant la prise en compte des intérêts du plus grand nombre. Et face à cette récession, qui ne fait que commencer, les États et les banques centrales n'ont comme seule réponse que d'injecter massivement des milliards. Parce que leur seule politique, c'est de maintenir le système financier, maintenir la propriété capitaliste pour préparer une hypothétique reprise économique en aggravant pour cela, et d'une façon abyssale, l'endettement public. C'est la même politique que celle qui a été pratiquée pendant les 10 années qui ont suivi la crise de 2008. Et qui, loin de permettre la reprise de l'économie mondiale, n'a fait que conduire à la situation dans laquelle le capitalisme mondialisé est aujourd'hui embourbé. Et surtout, comme après la crise de 2008, mais à une toute autre échelle, cet endettement faramineux est une bombe à retardement au nom duquel les gouvernements justifieront de nouvelles attaques contre le monde du travail, comme l'ont subi bien des peuples à travers le monde depuis une dizaine d'années, comme par exemple en Grèce, mais pas que là. Pour faire semblant de tirer les leçons de la crise, tous les gouvernements font une surenchère démagogique sur le thème de la nécessité de reconstruire une industrie nationale. Une façon de dévoyer la colère qui monte derrière l'illusion que le repli national serait la solution face à l'impasse de la mondialisation. Mais opposer relocalisation et mondialisation ne fait que masquer le fond du problème. Le fond du problème qui est que cette mainmise des multinationales sur toute l'économie et sur la vie sociale. Une mainmise qui s'exerce à toutes les échelles, locales comme internationales. Le problème n'est pas que l'économie soit organisée à l'échelle de la planète, mais que cette organisation ne réponde à aucune autre rationalité que la recherche du profit, entraînant la gestion à flux tendu, la réduction permanente des coûts de production, une accentuation de l'exploitation, une fuite en avant dans la destruction de l'environnement. Et ce n'est pas de moins de mondialisation dont nous avons besoin,
mais d'une organisation mondiale de la production et des échanges débarrassée du parasitisme de la finance. Seule une planification mondiale démocratique de l'économie pourra satisfaire les besoins réels des populations tout en préservant l'environnement. Et dans ce cadre, pourra se discuter démocratiquement l'articulation entre les productions locales et mondiales, ce qui peut être relocalisé comme ce qui ne peut s'organiser qu'à l'échelle du monde. Car en réalité, loin de s'opposer, production locale et production mondiale sont complémentaires. Mais aucun gouvernement, aucun État, ni même aucune institution internationale, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU, ne sont aujourd'hui capables de mettre en place une telle réorganisation de l'économie. Tout simplement parce qu'elle implique de rompre avec cette logique de classe qui permet à une minorité de décider, de s'approprier le produit du travail, de saccager l'environnement au nom des lois du marché et de la libre concurrence. Il est illusoire d'espérer que les États s'opposent un jour à cette logique libérale imposée par les multinationales. Car, quels que soient les gouvernements, qu'ils aient été de droite ou de gauche, ils ont tous contribué à la mettre en place depuis plusieurs décennies. Mais c'est pourtant cette illusion qu'il y a derrière la promesse d'un Green Deal, d'un Green New Deal, qui est mis en avant à la fois par la Commission européenne et un certain nombre d'États européens, mais qui est aussi porté par toute une partie de la gauche institutionnelle à travers le monde, ici en France, mais aussi aux États-Unis avec les démocrates. Comme si les lois du profit et des marchés, de la propriété privée, n'étaient pas défendues becs et ongles par tous les États au service des classes dominantes. Comme s'il suffisait de voter pour un bon gouvernement, nanti d'un bon programme, pour effacer cette réalité d'une société divisée en classes sociales aux intérêts inconciliables. Croire que la solution viendra d'un État-providence est une illusion qu'essaie de nous vendre ceux qui invoquent en France le mythe du CNR, du Conseil national de la résistance, ou aux États-Unis, celui du New Deal des années 30, mais en multipliant au passage les offres de services pour en faire partie. Alors non, les milliards dont les États et les banques centrales inondent les marchés ne peuvent sortir le capitalisme mondialisé de l'impasse dans laquelle sa propre logique l'a conduit. Faisant la critique de la première phase du développement capitaliste, Marx expliquait que les capitalistes épuisent les deux sources de toute richesse, le travail et la nature. La crise actuelle, qui est l'aboutissement d'une quarantaine d'années de mondialisation financière, eh bien, elle est finalement l'aboutissement de ce double épuisement qui se renforce mutuellement, et cela à l'échelle de l'ensemble de la planète. Parce que d'un côté, des décennies d'offensives contre le monde du travail et les peuples limitent de fait les débouchés pour la vente des marchandises toujours produites en toujours plus grande quantité. Et de l'autre côté, le pillage des ressources naturelles se heurte aux limites de la nature, en provoquant des dégradations irréversibles. Alors à cause de ces deux limites, le capitalisme est entré dans une nouvelle période historique sans retour en arrière possible. Il est rangé par une maladie endémique, tant sanitaire qu'écologique, économique, sociale, politique, une maladie globale, sénile, dont il ne guérira pas. Et à cette logique mortifère des marchés, du profit, il nous faut opposer la nécessité de produire pour satisfaire les besoins des populations en matière de santé, d'éducation, de logement, tout en prenant en compte la préservation de la nature. Cela implique l'expropriation des principales multinationales et la prise de contrôle de leur fonctionnement par leurs salariés comme par l'ensemble de la population. Car la vraie question est en réalité de savoir qui décide. Les 99% qui produisent toutes les richesses ou les 1% qui se les accaparent. Le monde d'après, dont tout le monde parle, ne pourra être construit que par ceux qui, déjà aujourd'hui, font tourner la société par leur travail. Et ceux, d'ailleurs, qui sont confrontés et doivent faire face tous les jours à l'aberration, à la folie de ce système, comme, par exemple, pour résister aux conséquences de la pandémie. Les soulèvements sociaux qu'annonce la crise actuelle ne peuvent couvrir une nouvelle période d'intensification des luttes de classe, une ère de révolte et de révolution. Et de ce point de vue-là, cette crise est un accélérateur des évolutions de conscience qui ouvre de nouvelles perspectives pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à transformer l'organisation économique et sociale du monde. Face à l'incurie des classes dominantes, ne peut que se renforcer la conscience de la nécessité de renouer avec ce qui fait le fond de cette journée du 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs, la conscience de classe. La conscience que ce sera à nous de prendre nos affaires en main, à nous d'imposer notre contrôle sur la marge de la société pour mettre en œuvre les mesures d'urgence face à la faillite du capitalisme, comme
pour repenser tout le fonctionnement de la société et de son économie. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de libérer cette économie de cette minorité qui la parasite, pour engager les transformations nécessaires et réorganiser la production et les échanges à l'échelle du monde en fonction des besoins du plus grand nombre et non de l'accumulation des profits. Finalement, cette crise, elle met comme jamais à l'ordre du jour la nécessité d'une transformation révolutionnaire de la société, la nécessité d'une planification démocratique, une planification socialiste à l'échelle du monde qui tienne compte à la fois de la satisfaction des besoins des hommes et de la préservation de leur environnement. Et je m'arrêterai là pour laisser la parole aux suivants orateurs. Merci beaucoup Bruno. La parole est à Christine qui va intervenir sur l'éducation. Christine qui est éducatrice spécialisée, qui est enseignante spécialisée et qui est également élue au conseil municipal de ce nom. Christine, dès que tes petits réglages de caméra. Bonjour, voilà. Oui, bonjour à toutes et tous ceux qui suivent notre meeting. Voilà, je crois que j'ai à peu près résolu mes petits problèmes techniques, si tout le monde m'entend. Je vais démarrer. Oui, Macron a pris tout le monde à contre-pied le 13 avril, quand il a annoncé la réouverture des écoles et des crèches en même temps que le début du déconfinement. Et c'est une décision politique qu'il prend contre l'avis des scientifiques, et en premier lieu le conseil scientifique qu'il a lui-même mis en place, mais aussi de l'INSERM, de la Fédération des médecins de France ou de l'Institut Pasteur, qui n'envisageaient pas de rentrer avant septembre. Alors hier, le confinement autoritaire, en même temps que bien des entreprises continuaient à mettre leurs salariés en danger au travail, et le déconfinement aujourd'hui obéissent à la même logique, celle de la relance de l'économie, la relance de la machine à profit. Parce que comment justifier que les écoles et les crèches réouvrent alors que le supérieur et sans doute les lycées ne reprendront pas et que les lieux publics comme les cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, stades vont rester fermés encore longtemps, si ce n'est pour que les enfants des salariés renvoyés à la production soient gardés. Et les enseignants et les personnels de l'éducation sont donc à nouveau sollicités et mobilisés, exposés, eux et les familles, pour faire de la garderie dans les écoles, la garderie du MEDEF. Pendant le confinement, l'accueil des enfants, des soignants dans les écoles, en tout petit nombre bien sûr, a commencé sans masque et sans protection pour les enseignants et les personnels d'accueil, et cela a duré plusieurs semaines. Eh bien, le déconfinement, il n'est pas mieux préparé. Il n'y a toujours pas de masque aujourd'hui, pas de tests en nombre suffisant. Et il est évident que les conditions de la réouverture, même partielle, des écoles et des collèges ne seront pas réunies le 11 mai. D'ailleurs, après l'annonce qui a été faite par Macron, eh bien Philippe et Blanquer redoublent maintenant de prudence. Ils ne parlent plus que d'une reprise très partielle, très progressive et au volontariat des familles. Mais un volontariat qui est bien forcé pour des milliers de salariés renvoyés à la production et qui n'auront pas d'autre choix sans solution de garde que de renvoyer leurs enfants à l'école, alors qu'ils n'ont aucune confiance dans ce gouvernement pour gérer la réouverture, comme tous les sondages le montrent. Et au moment aussi où, aujourd'hui même, donc le 1er mai, la garde d'enfants qui était payée en maladie à 90% du salaire passe en chômage partiel à 70%, et ce jusqu'au 1er juin, une pression donc supplémentaire pour la reprise du travail. Alors Macron et Philippe, ils ont le cynisme de nous parler de la réouverture comme d'une mesure sociale. Ils nous disent qu'il faut réduire les inégalités scolaires et pour cela faire reprendre les élèves qui se sont éloignés de l'école, ceux qui n'ont pas eu les moyens matériels ou numériques pour rester dans l'activité scolaire. Mais les inégalités sociales, comme les inégalités scolaires, c'est bien leur politique et celle de leurs prédécesseurs qui les creusent depuis des années, par la fermeture des classes, la suppression de milliers de postes d'enseignants, de RASED, d'assistants pédagogiques, de personnel administratif, et par la précarisation dans tous les secteurs de l'éducation. Les écoles et les collèges, ils sont aujourd'hui en surcharge, saturés au niveau des locaux et incapables de faire face aux nouvelles conditions sanitaires qu'impose l'épidémie de Covid.
et dans les quartiers populaires tout particulièrement. L'école, elle est aujourd'hui aussi délabrée que les hôpitaux, victime des politiques d'économie et de destruction libérale. Alors, rien n'a été anticipé. À l'évidence, rien ne sera prêt le 11 mai. Blanquer n'a toujours donné aucun élément, aucune directive nationale claire concernant les conditions de la réouverture. Il en appelle au local. C'est au préfet, aux directions départementales de l'éducation nationale et aux collectivités de se débrouiller. Tous, ils nous parlent de réouverture pragmatique au gouvernement pour masquer leur incurie, l'impréparation et de ce déconfinement-là et leur panique face à la crise majeure, globale du système qu'ils servent au profit du patronat et des multinationales. Et vous avez tous vu, on a maintenant une carte du territoire rouge, orange, vert, présentée comme évolutive, avec des consignes différentes, voire contradictoires, au gré de l'improvisation gouvernementale. Et comme pour le confinement, pendant lequel les enseignants ils se sont débrouillés seuls, comme ils ont pu, avec l'injonction de Blanquer de maintenir la soi-disant continuité pédagogique, eh bien pour le déconfinement, on ne pourra compter que sur nous-mêmes pour assurer la sécurité sanitaire, notre sécurité, celle des personnels, des enfants et des familles. Les consultations là, que Philippe et Blanquer ont lancées tous azimuts avec les syndicats, avec les représentants des parents d'élèves et les collectivités, eh bien, ne pourront pas remplacer nos propres initiatives sur le terrain et notre propre organisation pour mettre en œuvre et décider, avec l'éclairage des scientifiques, de comment, quand et dans quelles conditions cette réouverture nous paraît possible. Par son impréparation et son incurie, le gouvernement a imposé à tous un confinement qui est une rude épreuve, en particulier pour les familles des quartiers populaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est légitime de souhaiter le déconfinement et pour les familles et les parents, la reprise du chemin de l'école. Mais on ne fait aucune confiance à ce gouvernement pour en imposer les conditions, alors que son seul objectif, c'est que les affaires reprennent envers et contre tout, au détriment de la priorité sanitaire et bien sûr pédagogique. Alors c'est à nous d'imposer nos conditions, de nous réunir, tout personnel confondu, éducation nationale, agents territoriaux et parents qui sont aussi tous des salariés, pour discuter et décider des conditions de la reprise, et ça en prenant le temps qu'il faudra. Il est évident qu'on ne pourra pas reprendre sans exiger des masques en nombre et en qualité suffisante pour tous les personnels dans les établissements, du gel hydroalcoolique et sans que tous les personnels qui rentreront dans les établissements aient pu bénéficier d'un dépistage. Il faut imposer que la sécurité sanitaire soit la priorité et pour cela, il faut exiger du personnel en nombre pour l'accueil dans les établissements, pour le respect des gestes barrières et la distanciation, pour le nettoyage et la désinfection des locaux. Alors ça, c'est l'enjeu de la réouverture des écoles, mais aussi de l'ensemble du déconfinement dans tous les secteurs de travail. Et c'est à nous tous, les salariés, la population dans son ensemble, de prendre en main nos affaires pour imposer notre contrôle, non seulement sur les conditions sanitaires, mais sur l'ensemble de l'économie et de la vie sociale, livrée au profit capitaliste et à la rapacité des possédants qui sont en train de plonger l'humanité dans une crise sans précédent. Et c'est de notre contrôle sur l'ensemble de l'économie et de la société que dépend l'avenir du monde, de notre capacité à apporter nos propres réponses à la faillite de ce système, la réponse des travailleurs et des peuples, solidaires par-delà les frontières, et plus que jamais d'actualité aujourd'hui, en cette journée du 1er mai, pour une autre société débarrassée de l'exploitation, plus fraternelle, plus écologique, plus soucieuse des intérêts collectifs, pour la société socialiste qui nous appartient à nous de construire. Merci Christine. Et en suivant, Isabelle, qui est infirmière à la clinique Bordeaux-Nord. À toi Isabelle. Donc, comme chacun le sait, le secteur de santé paie un lourd tribut dans la crise sanitaire. Des applaudissements, le soutien très large dans toute la population est accompagné partout d'une grande révolte contre les politiques d'austérité.
En 20 ans, c'est 100 000 qui ont été supprimés à l'hôpital. Le nombre de lits de réanimation, lui, a été réduit à 5 000 pour tout le pays. Tout le service de santé a été attaqué, complètement désorganisé. La médecine de ville débordée, et ça bien avant la crise du coronavirus. L'ensemble des soignants, des hospitaliers, ont tiré la sonnette d'alarme, se sont mobilisés sans arrêt depuis des années. Et tout au long de l'année dernière, les urgences ont fait grève dans tout le pays, rejoints par l'ensemble des soignants, le collectif interurgence, le collectif interhospitalier, tous les corps de métier, syndiqués, non syndiqués, se sont mobilisés. Et 1200 médecins chefs de services hospitaliers ont même déposé leur démission administrative juste avant qu'explose la crise actuelle. À Bordeaux, ces mobilisations étaient nombreuses, déterminées, comme celle des ARM, ce sont les assistants de régulation médicale qui reçoivent les appels d'urgence au 15, en grève en 2017. Mais aussi les personnels du SMUR, ceux des REA, des urgences et bien d'autres à l'hôpital. Et les personnels des EHPAD ont aussi dénoncé dans des grèves très dures des conditions indignes dans lesquelles ils et elles travaillent, le manque de moyens, de personnel et les salaires dérisoires. Alors, comme les luttes de tous les salariés, nos exigences n'ont reçu que mépris et de plus en plus souvent la répression et les gaz lacrymogènes. Une répression qui s'est étendue aussi dans nos établissements contre les militants syndicaux, mais aussi les salariés combatifs qui ne font que dénoncer l'inacceptable. Alors aujourd'hui, ce qui éclate, c'est tout sauf une fatalité. Et les paroles lénifiantes du gouvernement ne trompent personne. Les témoignages de collègues sur les réseaux sociaux et la presse. Nous ne sommes pas des héros, mais des travailleurs et des travailleurs de la santé. Nous ne nous sacrifions pas. C'est le gouvernement, les patrons qui nous sacrifient. Et partout, un mouvement de fond est en cours pour exiger des moyens pour la santé et en premier lieu des masques, des tests, du matériel de protection, du personnel soignant, ouvrier, administratif, médecin et des augmentations de salaire aussi. Alors les conséquences de leur politique apparaissent violemment aux yeux de tous. Quand on voit que le CHU de Bordeaux, c'est le premier hôpital de France pourtant, a ouvert une fondation pour recueillir des fonds et a lancé une collecte pour acheter des respirateurs, on prend la mesure de la situation. Tout fait défaut. Les lits, les personnels, les équipements, les tests, jusqu'aux médicaments courants comme le paracétamol, des hypnotiques ou des antibiotiques. Et depuis 2 mois, le gouvernement a été incapable de faire face au minimum de l'urgence, et incapable de faire produire des masques ou des blouses en nombre, il fait appel aux couturières, à la débrouille individuelle. Et quant aux respirateurs, il en a acheté 8500 qui au final se sont révélés inadaptés. Et alors que les hôpitaux ne pouvaient pas se fournir un minimum de matériel de protection et de masques, les multinationales de l'aérospatiale et de l'automobile, elles, sont parvenues à commander plusieurs centaines de milliers de masques FFP2 en Chine. L'an dernier, Macron a répondu, arrogant, à une aide-soignante en grève, il n'y a pas d'argent magique. C'est sûr, il faut juste le prendre là où il est, et on a bien compris qu'il faudra aller le chercher. Il a promis une prime allant de 500 à 1500 euros en fonction de la proximité avec le virus. Ces primes dérisoires sont insultantes. C'est une véritable tentation de salaire de 300 euros net minimum qui est revendiquée par tout le personnel de santé. Et quant au jour d'après que prévoit le gouvernement pour l'hôpital, un article paru sur Mediapart dévoile le plan de la Caisse des dépôts et consignations commandé par Macron qui prévoit l'accélération du démantèlement de l'hôpital public et de la privatisation de la santé. Une privatisation qui a montré ses conséquences criminelles dans les EHPAD où des groupes comme Corian, Orpea, Domusvie ou encore Colisée font des millions de bénéfices chaque année sur le dos du personnel et des personnes âgées dont les décomptes macabres de décès révoltent. Pour ce qui est des cliniques privées lucratives, dont certaines ont d'ailleurs dû accueillir des patients Covid, certaines dont l'activité avait dû être réduite n'ont pas hésité à faire appel à des dispositifs de chômage partiel, alors que l'État leur a garanti une avance de trésorerie équivalente à l'activité de l'année dernière. Rien ne les arrête, leur profit passe avant tout. Alors que depuis 2 mois, si le système hospitalier ne s'est pas complètement effondré,
Si les patients Covid peuvent être pris en charge, c'est au prix du dévouement, de l'engagement, des initiatives de centaines de milliers de travailleurs et bien au-delà du personnel hospitalier. Certains ont été renforcés, les équipes des régions les plus touchées. Pardon. Beaucoup n'ont pas compté leurs heures ni leur repos, jusqu'aux élèves infirmiers et aides-soignants venus aider, ou parfois être rigides pour 1,04 € de l'heure, du moins pour les étudiants infirmiers. Alors le personnel a payé le prix fort. Des milliers de salariés ont été contaminés. Certains sont décédés, même si peu de chiffres sont publiés. Alors la révolte est profonde chez les salariés de la santé. La suite dépend de notre capacité à mettre nos énergies, notre engagement, nos initiatives au service de nos luttes pour imposer un véritable plan d'urgence. Pour des embauches massives, des ouvertures de lits d'hôpitaux, pour des recommandations de salaire et de personnel. Et pour la nécessaire réquisition des structures de santé privées et leur intégration dans le service public. Alors partout, l'heure est renforcée, bien qu'ils se sont construits tout au long de ces derniers mois, nous organiser à la base pour imposer notre contrôle sur la marche des hôpitaux, des cliniques, de l'ensemble du système de santé en lien avec les associations d'usagers. Les expériences acquises lors des précédentes luttes sont précieuses pour préparer la suite. Merci Isabelle. Et maintenant, c'est Jean, voilà, Oui. étudiant, camarade du NPA, qui je passe de suite la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Jeanne. Je suis donc étudiant à Bordeaux-Montaigne. Et aujourd'hui, on voit que voilà, comme ont pu le dire les camarades, que la crise du coronavirus catalyse toutes les contradictions du capitalisme et que s'ouvre une crise économique mondiale d'une ampleur historique, encore plus grave que celle de 2008 et encore plus importante que le krach boursier et la Grande Dépression qui ont suivi 1929. Et on voit qu'aujourd'hui, les gouvernements prennent des tournants ouvertement réactionnaires pour aider le patronat à continuer à faire ses profits sur le dos des travailleurs, comme en témoignent en fait les nombreuses attaques de la bourgeoisie contre le droit du travail. En France, avec l'état d'urgence, les ordonnances qui ont augmenté le temps de travail jusqu'à 60 heures par semaine, donc 15 heures par jour, qui ont réduit les congés payés, réduit les salaires et mettre en place la possibilité de plans de licenciement massifs comme ADAR, où en fait 3000 emplois ont été supprimés, ou encore en fait Trump aux États-Unis qui affirme que s'il y avait 200 000 morts à la fin de la crise, il aurait bien géré cette crise. Et en fait, il est évident que ces morts se compteront parmi les travailleurs qui sont en première ligne, sans matériel, sans moyens, dans les hôpitaux, dans les transports, dans les supermarchés, mais également dans les secteurs non essentiels de la production. Et en fait, dans tous les pays, les bourgeoisies ont continué de constituer un front d'union nationale en guerre contre la pandémie, mais cela n'a pas fonctionné bien longtemps quand les travailleurs en première ligne eux-mêmes, en fait, ont dénoncé les politiques criminelles qui mettent en danger la vie et la santé de ces millions de travailleurs. Et en fait, les gouvernements aujourd'hui, ils envisagent de déconfiner pour faire reprendre, pour faire tourner l'économie capitaliste, alors qu'il n'y a toujours pas de tests massifs qui sont évoqués et que en fait les conditions de cette crise sont le résultat des politiques néolibérales de plusieurs décennies qui ont cassé les services publics et l'hôpital public et où en fait aujourd'hui en ce 1er mai Macron nous parle de solidarité avec les travailleurs. Et en fait on voit bien que les capitalistes veulent faire payer la crise aux travailleurs et aux jeunes qui eux aussi sont en première ligne de cette crise et en particulier de la jeunesse travailleuse qui est très, très précaire. On sait qu'il voilà, il y a 50% des étudiants qui doivent travailler pour payer leurs études, 35% qui sont en contrat précaire, en intérim, en temps partiel, au black, où en fait dans la jeunesse, il y a 20% de chômage et 45% de chômage dans la jeunesse des quartiers populaires. Et en fait, ce sont aussi ces jeunes-là cette jeunesse travailleur qui est en première ligne de la crise et que les capitalistes veulent faire payer la crise en tant que main-d'œuvre
pas cher et concurrentiel, car bien souvent, les étudiants sont obligés d'accepter des jobs précaires pour étudier. Et la, en général, voilà, la pression qui est maintenue pour les examens à l'université et la continuité pédagogique va entraîner une sélection drastique des étudiants qui vont être sélectionnés sur la valeur du diplôme que donnent les intérêts capitalistes, c'est-à-dire les débouchés sur le marché du travail capitaliste. Et en fait, cette sélection va former les futurs cadres, les DRH, les dirigeants de la société capitaliste, là où en fait les contradictions de classe dans la période sont en train de s'exacerber. Et c'est pour ça que, premièrement, les étudiants et la jeunesse doivent pouvoir s'organiser autour de revendications telles que, en premier lieu, la validation automatique du semestre et de l'année pour tous les étudiants. Et en fait, on voit que ce n'est pas du tout les décisions qui sont prises par les universités et par le ministère de l'enseignement supérieur qui préfèrent en fait mettre tous les moyens en œuvre pour sauver les entreprises par des plans de relance faramineux dont en fait l'austérité qui est mise en place, qui est décidée par l'État, va retomber sur les travailleurs, va réduire les budgets publics et donc, en dernière instance, favorisera en fait les investissements privés. Et tout ça va mener à une privatisation de l'université qui il ne faut pas se faire d'illusions que en fait, la rentrée universitaire se fera en ayant jeté des milliers d'étudiants précaires, des milieux populaires, des banlieues, des enfants d'ouvriers dans un marché du travail où les capitalistes sont en train de tirer les salaires vers le bas, d'augmenter le temps de travail et de faire payer la crise aux travailleurs et à la jeunesse. Et en fait, tout ça, ça révèle encore plus qu'avant, ça révèle ouvertement le rôle de l'université de classe en tant qu'institution qui reproduit les rapports de domination et d'exploitation du système capitaliste. Par ailleurs, dans les conseils d'administration se trouvent des représentants extérieurs qui sont représentants des entreprises privées et qui, en cette période de crise sanitaire, ne se réunissent même pas démocratiquement avec les étudiants, les travailleurs de l'université pour prendre les décisions qui concernent l'université. Et on voit en fait que cette privatisation en général va mener à une hausse des frais d'inscription, comme c'était déjà en fait le cas l'année dernière pour les étudiants étrangers, et qu'on doit combattre ce modèle d'université libérale au service des capitalistes. Mais alors, quel rôle justement les travailleurs ont dans cette crise sanitaire et on sait que voilà, les travailleurs constituent la grande majorité de la société et ont le pouvoir économique sur la production par la grève. Et que par conséquent, ils peuvent organiser démocratiquement la production par le contrôle ouvrier, non pas pour les profits capitalistes, mais pour les besoins de la population, c'est-à-dire de tous les travailleurs. Et par conséquent, de revendiquer, de mettre en place la reconversion de la production non essentielle pour produire des masques, des respirateurs artificiels et tout ce dont les travailleurs et les populations ont besoin. On voit en fait que l'université de classe sert les intérêts capitalistes et qu'elle a cela de particulier qu'aujourd'hui, l'université est une université de masse qui concentre toutes les contradictions de classe. Et que si la classe ouvrière doit s'organiser face au patronat et à l'État en revendiquant une politique d'indépendance de classe pour la prise du pouvoir des travailleurs, la jeunesse et les étudiants doivent mettre au service de cette classe l'outil qu'est l'université, par l'auto-organisation démocratique des étudiants et des travailleurs de l'université. Et par exemple, par la formation de commissions de recherche indépendantes des étudiants et des enseignants. Et par exemple, les étudiants en économie, au lieu de reproduire l'idéologie dominante d'une économie libérale qui justifie et légitime l'austérité de l'Union européenne, etc., pourraient penser des plans massifs de nationalisation des entreprises sans rachat et que ça crée de l'emploi avec une augmentation du SMIC à 1 800 € net. Les étudiants en droit, de la même manière, pourraient défendre le droit des travailleurs
plutôt que la justice bourgeoise. Dans les sciences dures, il pourrait avoir des recherches médicales pour un vaccin contre le virus. Il pourrait fabriquer du gel, comme ça a déjà été fait par certains secteurs étudiants. Et dans les sciences humaines, on pourrait se demander quel rôle la jeunesse pourrait avoir dans la période de lutte des classes qui est en train de s'ouvrir à l'international. Et le rôle de cette jeunesse, ça doit être de s'organiser avec la classe ouvrière pour la lutte contre l'État bourgeois et sa police, justement. Et dont le mouvement en fait, des Gilets jaunes a été l'expression la plus claire de la crise organique ces dernières années, une crise organique du capitalisme français qui n'arrive plus à trouver de consensus de masse pour la société d'exploitation qu'il propose. Et que comme il n'y a plus de consensus autour de ce projet de société d'exploitation et de misère et de précarité, la bourgeoisie est obligée d'utiliser la force, et c'est un phénomène de bonapartisation de la société qu'on voit de plus en plus, et d'autant plus depuis les Gilets jaunes, où en fait aujourd'hui, on voit que le confinement est imposé par la répression et que c'est un confinement autoritaire qu'on est en train de subir, et les travailleurs en première ligne. Et en fait, les travailleurs et les jeunes précaires, on voit aujourd'hui qui sont aussi majoritairement dans les quartiers populaires où les violences policières systémiques révèlent plus que jamais en fait le racisme d'État de la puissance impérialiste française qui marginalise dans les quartiers populaires les populations des pays qu'elle a colonisés et dont on voit les relents islamophobes en période de Ramadan aujourd'hui et après les événements de Colombes. Et ces pays en fait, qui sont l'héritage colonial de la France, comme l'Algérie par exemple, où en fait la diaspora algérienne en France, et notamment la jeunesse, s'était mobilisée contre le pouvoir de Bouteflika quand il y avait le mouvement en Algérie, et que ce rôle de la jeunesse à l'avant-garde des mobilisations qui démontre son rôle révolutionnaire dans la lutte des classes aux côtés des travailleurs, comme dans le puissant mouvement en fait contre Piñera au Chili, ou les nombreux autres mouvements à Hong Kong, au Liban, au Soudan ou en Irak. C'est ce rôle d'avant-garde de la jeunesse révolutionnaire qu'on doit revendiquer et autour duquel on doit s'organiser dans la crise sanitaire. Et qu'en tant qu'étudiant dans un pays impérialiste, celui d'une des plus grandes puissances coloniales au monde, qu'est la France, la jeunesse du monde doit pouvoir s'organiser et autour de revendications claires aux côtés des travailleurs. Et les révolutionnaires ont là-dedans un rôle primordial. C'est celui de construire un grand parti révolutionnaire des travailleurs et de la jeunesse, internationaliste et anti-impérialiste. Merci Jahan. Écoutez, c'est ainsi que se termine le meeting du 1er mai du NPA 33. Alors à nouveau, toutes nos excuses pour les difficultés que nous avons rencontrées, qui je crois ne sont pas dues qu'à nous, puisque pour avoir suivi d'autres lives, il y a eu d'autres difficultés aussi sur Facebook pour d'autres camarades et d'autres groupes de militants. Mais bon, voilà, c'est la difficulté, les surprises du direct. Donc, nous avons quand même pu vous permettre de participer et de suivre ce meeting de manière un peu différée. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur notre site, dans nos différents rendez-vous numériques pour le moment encore. Vendredi prochain, le 8 mai, à 14h30, nous vous proposons d'assister sur Jitsi Meet. On vous enverra les liens, on les mettra sur notre Facebook et sur le site du NPA 33 pour participer là à une réunion débat autour des problèmes de la pandémie, de l'écologie et du capitalisme que présentera Bruno, qu'introduira Bruno. Donc à très bientôt. Pour le déconfinement et pour la suite de nos aventures militantes et pour un monde meilleur. Voilà, à nouveau, très bon 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. Voilà, à bientôt.